va m'intéresser, c'est surtout pourquoi est-ce qu'on a envie de mettre une brique comme Keycloak, comment ça fonctionne, donc les mécanismes base d'OpenID Connect, de SSO, ce genre de choses. Et puis ensuite, on regardera, mais assez rapidement, sans trop rentrer dans les détails, comment est-ce qu'on met ça en pratique sur un projet. Voilà, donc l'objectif, comprendre les notions de SSO, IAM, OIDC, et on parlera aussi à la toute fin de qu'est-ce qu'on peut customiser en fait dans Keycloak. Voilà, donc en tant que vous êtes tous développeurs, donc vous avez tous eu le besoin un jour de faire de l'identification, authentification, autorisation. Donc c'est trois problématiques qui sont bien distinctes. Hein. L'identification, c'est comment est-ce que je vais être capable de donner à mes utilisateurs un identifiant qui me permet de savoir de qui je parle. L'authentification, c'est comment est-ce qu'un utilisateur va me prouver qu'il est bien le titulaire de l'identité qu'il me présente. Et l'autorisation, c'est ensuite quand moi je sais que c'est bien telle personne qui est en train de me parler, comment est-ce que je l'autorise ou pas à faire des actions. Donc dans toutes les applications, quasiment, on a ça. Faut vraiment que ce soit des applications très grand public ou quoi pour qu'il n'y ait pas besoin, mais dès qu'il y a des données confidentielles, dès qu'il y a des problématiques d'audit, il y a nécessairement de l'authentification. Donc normalement, quand on commence l'informatique et qu'on a ce problème-là, on se dit bon ok, je vais mettre des emails dans une table. De toute façon, j'ai déjà une base de données, donc on n'est plus à une table près. Je vais mettre des mots de passe. Si on est un petit peu sensible à la sécu, on va se dire qu'on va pas les mettre en clair, mais c'est même pas sûr. Et on va donner une liste de permissions, et puis voilà, on a réglé nos 3 problèmes d'un coup. Oui, mais en fait, on se rend rapidement compte que c'est pas une bonne idée de faire comme ça. Parce qu'il y a en fait pas mal de challenges qui sont associés à ces 3 problématiques. Le premier point, c'est que rapidement, en fait, vous allez vous rendre compte que les utilisateurs qui sont dans votre base de données, là, en fait, vous avez envie de les exporter, parce qu'il y a peut-être une autre application que vous allez faire qui va aussi avoir envie d'utiliser ces utilisateurs-là et de réutiliser en fait l'authentification. Donc là, c'est pas de chance, parce que vos utilisateurs, ils étaient dans la base de données, donc il faut partager la base, etc. Ça devient compliqué. Au-delà de ça, il y a toutes les problématiques de gestion du cycle de vie, qui sont pas simples. Donc ça va de l'ajout, suppression d'utilisateurs, à le fait de modifier leurs données, modifier les mots de passe. Rapidement, vos utilisateurs ils vont avoir besoin de cliquer sur un bouton sur la page de login pour dire j'ai perdu mon mot de passe. Et aussi tout ce qui est ajout, suppression de permission. Voilà, ça c'est en termes de fonctionnalité technique, mais au-delà de ça, il y a aussi rapidement des problématiques d'audit des accès. Donc, il y a quelqu'un qui va vous demander de montrer ce qui s'est passé sur votre service en termes d'authentification. Il y a aussi des fois besoin de mettre en place des politiques de sécurité transverses. Je pense notamment aux règles de sécurité des mots de passe. Voilà, si vous n'avez pas pris ça en compte, c'est ça de plus à rajouter dans votre dev. Et surtout, il y a des failles de sécurité. C'est-à-dire que en sécurité, quand on est en train de réinventer des protocoles, réinventer des mécanismes d'authentification, c'est jamais bon. Donc il faut au maximum réutiliser les choses qui existent. Il y a des tas de gens qui sont meilleurs que nous pour faire de la sécu, il faut surtout s'appuyer sur ça. Et c'est pour ça qu'il y a des briques, du coup, qu'on appelle des briques d'IAM, donc Identity and Access Management, qui existent, qui sont des solutions sur étagère. L'idée, ça va être de centraliser en fait ces problématiques-là au sein d'une brique unique, pour déjà permettre d'avoir une seule brique technique qui va faire ça, où les autres applications vont pouvoir se connecter, et aussi pouvoir définir des politiques transverses, d'avoir quelque chose de cohérent pour gérer les identités de vos utilisateurs. Donc ça peut être des utilisateurs internes, aussi bien que des utilisateurs externes. Et mettre en place une brique comme ça, en fait, c'est un problème compliqué, parce que ce qu'on peut voir, c'est que c'est pas uniquement un problème technique, c'est-à-dire que c'est pas un développeur ou un DSI voilà, dans un coin qui va dire « je vais mettre cette solution d'authentification », mais en fait, c'est structuré en plusieurs niveaux. Évidemment, au niveau de la DSI, puisque les technos qu'on va mettre en place, on va les avoir pour plusieurs années, et on n'a pas envie de faire le mauvais choix. Au niveau métier, la manière dont on gère les utilisateurs et les fonctionnalités qu'il y aura au travers offertes par cette brique, ça va être très important, puisque en fait, l'authentification, c'est la première chose que voient vos utilisateurs.
Et si c'est mal fait, bah, ça donne directement une très mauvaise image de la solution. Donc voilà, hyper important niveau métier. Niveau RSSI, bah là c'est pareil, on est sur le nerf de la guerre. Hein. Si la sécu n'est pas bien faite sur cette brique d'authentification d'IAM, ça impacte évidemment, ça contamine tout le reste du SI. Et il y a aussi évidemment un risque financier, hein, puisque que ce soit l'acquisition ou la perte d'utilisateurs, ça a un coût. Et si on ramène les problématiques de sécu au coût, une fuite de données, si vous avez des données sensibles, c'est catastrophique. Hein. Au-delà de ça, il y a aussi évidemment toutes les fonctionnalités qui vont être offertes pour automatiser des procédures. Donc si dans votre première solution, vous deviez faire un insert en base à la main pour créer un compte, eh ben, vous êtes content d'avoir des mécanismes d'import en fait, qui sont fournis par les solutions d'IAM. Alors un petit historique de ces solutions-là. Donc avant les années 2000, c'était essentiellement des annuaires d'utilisateurs qui étaient portés par les systèmes d'exploitation. Donc par exemple Windows avait un truc qui s'appelle Exchange, Apple avait un truc qui s'appelle NetInfo. Et en gros, bah, ça permettait juste à un admin d'ajouter et supprimer des utilisateurs, et ensuite ces utilisateurs-là étaient visibles des différentes applis qu'on avait besoin. Mais en tout cas, il n'y avait rien d'unifié. Entre 2000 et 2010, là, l'idée, ça a été de standardiser ces briques-là, donc avec l'apparition notamment de choses comme Active Directory, ou LDAP, qui est le truc plus générique. Kerberos, mais on est toujours sur des trucs très techniques, plutôt à destination des admins. Et après 2010, du coup, il y a eu des IAM nouvelle génération, donc que ce soit des solutions portées par les grands acteurs américains qui font beaucoup d'intégration, donc comme Red Hat, IBM, Oracle, qui vont mettre leurs solutions dans des très grands comptes, hein, donc les banques par exemple. Il y a eu aussi plusieurs services de SaaS qui sont disponibles. Hein. Les deux plus connus, je pense que c'est Okta et Auth0. Et il y a aussi des solutions open source, donc qui sont destinées à être déployées au sein d'un SI privé. Les trois plus connus, là, c'est Glue, Keycloak et WSO2, qui ont des fonctionnalités à peu près équivalentes. Hein. Alors, l'idée de l'IAM, ça va être de le positionner au centre du SI. Hein. Et donc, ça représente un SI d'une grosse boîte dans lequel on a des applications, donc un CRM pour gérer les clients, un ERP pour gérer les factures, ce genre de choses, une GED. Et l'idée, ça va être que ces grosses applications-là sont capables de mutualiser leurs utilisateurs via l'IAM. Les utilisateurs de l'IAM, ils ne sont pas nécessairement stockés au sein de cette brique-là, ils peuvent très bien être dans des bases externes comme un LDAP ou un AD. Et on va être capable de définir des politiques de sécurité transverses en configurant l'IAM. Voilà. Et les fonctionnalités qu'on va retrouver, qui seront communes à peu près partout, hein, ça va être le fait de pouvoir gérer les utilisateurs, évidemment. Leurs moyens d'authentification, donc leur donner des mots de passe, mais il y a éventuellement d'autres choses que des mots de passe, par exemple une authentification au double facteur. Donc si on veut activer des choses comme Google Authenticator qui vous permet d'utiliser votre téléphone pour vous authentifier en plus du mot de passe. Ça, il y a plusieurs IAM qui le font. Il y a ce qu'on appelle la fédération d'identité, c'est juste le fait de pouvoir récupérer des utilisateurs qui sont dans des bases externes, que ce soit des implèmes standards comme LDAP ou AD, ou même dans des bases custom, puisqu'il y a pas mal de gens qui ont commencé par faire en fait ce dont je vous parlais, c'est-à-dire qu'au tout début, qui vont mettre leurs utilisateurs dans une base, et après vont se dire, en fait, il me faut un truc standardisé, et comment est-ce que je peux faire pour garder mes utilisateurs là où ils sont aujourd'hui. Il y a une fonctionnalité qui est importante, c'est la possibilité d'intégrer des fournisseurs d'identité externes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le social login aussi. C'est tout simplement le fait que vous arrivez sur des pages d'autante de pouvoir dire je me connecte avec mon compte Google, par exemple. Ça, c'est un fournisseur d'identité externe. Il y a au niveau des politiques d'autorisation, donc c'est par exemple les règles de gestion des mots de passe, ce genre de choses. Il y a aussi des IAM qui permettent de gérer les terminaux mobiles, donc pour autoriser, par exemple, pour dire que telle personne a le droit d'utiliser tel mobile au sein de l'entreprise ou pour se connecter à telle application. Alors ça, Keycloak ne le fait pas du tout en l'occurrence. L'audit, donc l'audit c'est hyper important, on a déjà un petit peu parlé quand on fait un IAM, c'est-à-dire que très rapidement il y a le besoin de prouver qui s'est connecté.
et avec quel compte et de quel endroit. Et une petite partie de l'IAM, c'est le SSO. Donc le SSO, c'est juste le fait de pouvoir réutiliser une session sur différentes applications. Donc je me connecte une fois, et cette session-là, je suis capable de la réutiliser pour accéder à différentes applications. D'accord ? Donc ça, faut bien pas confondre la notion de SSO avec la notion de IAM. L'IAM, on est vraiment sur une brique qui est pas que technique, hein, c'est vraiment une démarche en soi de mettre un IAM, c'est comment est-ce que je vais centraliser tous mes utilisateurs. SSO, on est sur des protocoles techniques qui permettent juste de me loguer une fois et d'utiliser ce login plusieurs fois. Il n'y a pas spécialement besoin d'un IAM pour faire du SSO. Et donc on en reviendra un petit peu plus tard. Il y a différents protocoles qui permettent de faire du SSO. Les deux plus connus, les deux plus à la mode, c'est OIDC et SAML. Et oui, donc toutes les solutions d'IAM intègrent des fonctionnalités SSO, hein, puisque ça semble assez logique. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Non. Et bien on continue. Hop. Donc Keycloak. Keycloak, c'est une solution open source d'IAM. Okay, et c'est porté par Red Hat, et c'est même la base d'un produit qu'ils exploitent et qu'ils déploient eux-mêmes, qui s'appelle Red Hat SSO. Alors, il y a sûrement des petites différences entre les deux. Quand on regarde la doc, hein, c'est quasiment rigoureusement la même que Keycloak. Donc je pense que les deux produits sont très proches. Probablement que Red Hat SSO est mieux intégré dans l'écosystème Red Hat. Donc c'est un projet qui est quand même assez gros aujourd'hui, hein, le Keycloak. Il y a pas mal d'activités, et ça date de 2014. Une des raisons pour lesquelles Keycloak c'est à la mode en ce moment, je pense que c'est lié à la mode des microservices, puisqu'en fait, là où dans le temps, le besoin d'avoir un IAM, c'était dans un contexte d'enterprise où j'avais plusieurs applis différentes qui peuvent se connecter avec les mêmes utilisateurs, en fait, quand on fait du microservice, on va se retrouver directement dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on a plusieurs applis, et potentiellement, chaque appli doit identifier des utilisateurs, et donc on a besoin de mutualiser l'authentification. Donc on n'est pas obligé de le déployer comme tout à l'heure, ou avec un IAM qui serait connecté à une base LDAP. On peut, dans un contexte microservice, en général, on va garder une base Postgres pour Keycloak. Mais du coup, Keycloak, ça va devenir un parfait microservice, puisqu'il y a une responsabilité claire, donc c'est authentifier les gens et offrir des fonctionnalités d'IAM. Il encapsule sa base de données, et surtout, il a une API normalisée, c'est-à-dire qu'on va lui parler uniquement au travers d'OIDC, donc le protocole SSO. Et donc pour moi, ça c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit autour de Keycloak, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui font du microservice et qui ont besoin de ce genre de briques. Voilà, donc en résumé, on a vu ce que c'était qu'un IAM, on a vu que Keycloak c'est un IAM open source qui inclut des fonctionnalités SSO et qui répond à deux besoins. Donc le besoin, on va dire, plus classique, historique, qui est de déployer un IAM dans un SI, en particulier avec un besoin de support de choses comme LDAP, AD, Kerberos, mais aussi un déploiement plus léger en tant que microservice de gestion de l'authentique dans une solution ça peut même être un nouveau développement à base de microservices, et hop, on va mettre directement Keycloak. Voilà, maintenant on va parler un petit peu des différents mécanismes d'authentification qui existent. Donc c'est juste pour être sûr qu'on parle bien tous de la même chose. Comment authentifier un utilisateur? Donc, il y a différentes manières d'authentifier un utilisateur. En particulier, il y a notamment la norme HTTP qui inclut des choses comme l'authent basique, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà vu, une extension de ça qui est l'authent digest, ou même l'authentification avec des certificats, c'est-à-dire qu'il y a moyen avec HTTP de donner des certificats à tous ces utilisateurs, et on leur met ça sur une carte à puce dans un port USB, et tout le monde est capable de se connecter de manière très sécurisée avec sa carte à puce. D'accord ? Donc ça c'est très bien. Dans les trois options là, qui sont supportées par HTTP de base,
il n'y a pas de possibilité de customiser l'authentification. Pour ceux qui ont déjà vu des fenêtres d'autant basiques, bah, ça vous offre une petite pop-up dans le navigateur, qui demande le login mot de passe, mais il n'y a absolument aucune fonctionnalité avancée du style j'ai perdu mon mot de passe, ce genre de choses. Voilà, donc même s'il y a eu des tentatives en fait pour standardiser l'authentique au niveau protocolaire, aujourd'hui en fait, dès qu'il y a des utilisateurs en jeu, on ne s'en sert pas. Et la pratique, ça consiste en fait à créer un service d'authentification spécialisé qui va être plus adapté à des besoins spécifiques, donc notamment si vous avez besoin de rajouter, je sais pas, un deuxième facteur ou un CAPTCHA par exemple, CAPTCHA là. Voilà, ça vous êtes obligé aujourd'hui de faire une page de login dédiée. Et c'est aussi plus simple à sécuriser puisque en fait il y a un endpoint d'authentification. Et par exemple, si je veux, je sais pas, si je veux mettre du rate limiting sur ma page d'authent, bah, je peux, et ça n'impacte pas le reste de l'appli. Si vous voulez faire ça avec de l'authentique basique, vous impactez toute l'appli. Ouais, du coup, aujourd'hui, dans la plupart des cas, quasiment tous les cas, du coup, on a ce mécanisme, on a une page d'authent avec une authent qui est absolument pas normalisée, c'est-à-dire que tout le monde fait un peu ce qu'il veut pour authentifier un utilisateur. Et bah ça pourrait faire d'ouvrir une session sur un serveur et d'avoir quelque chose du coup qui est stocké côté navigateur, donc pour attacher un utilisateur et son navigateur du coup à cette session qui a été ouverte. Et ce mécanisme-là, aujourd'hui, c'est considéré comme la référence. Donc, même s'il y a des failles, en tout cas des points d'attention, c'est considéré comme étant acceptable. Donc en particulier, il y a toutes les failles OWASP, là, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un organisme qui liste en fait les points d'attention ou les vulnérabilités en fait de sécu, qui définit tout un tas de choses qui permet de faire ça en limitant les risques. Ça passe notamment par l'utilisation des attributs sur les cookies pour sécuriser les sessions, ce genre de choses, des pratiques de complexité des mots de passe, HTTPS évidemment, puisque dans la plupart des cas, vous allez envoyer votre mot de passe sur le réseau. Voilà. Donc, voilà, donc ça, en fait, c'est pour dire qu'aujourd'hui, authentifier un utilisateur, ça se passe toujours sur une page dédiée, et il y a toujours une session qui est ouverte quelque part. En parlant de ces sessions, en fait, il y a soit des sessions qui sont, on va dire, stateful, donc c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont stockées côté serveur, qui disent, bah voilà, je sais que c'est monsieur un tel et qui éventuellement qu'il a tel droit, et vous, côté client, vous avez juste un identifiant qui permet de vous attacher à cette session. Ou il y a aussi des sessions stateless, qui sont, là l'idée, ça va être de rapatrier sur le poste d'utilisateur toutes les données, en fait, tout ce qu'on connaît sur l'utilisateur, et de rien garder côté serveur. L'avantage de ça, c'est que c'est très facile à scaler. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs serveurs sur lesquels vous pouvez taper, envoyer vos requêtes, en fait, il n'y a pas la problématique de savoir quel serveur a quelle session, ce genre de choses, puisque c'est en fait tout est côté client, et le client il va envoyer sa session stateless là, avec sa requête, et voilà. Peu importe ce qui s'est passé avant sur le serveur, ça va fonctionner. Et donc ça a évidemment un intérêt en ce moment important, puisque cette notion de scaling horizontal, là, c'est quelque chose qui est primordial en ce moment. Hein. Et JWT, c'est un format qui a été créé dans ce but-là, donc pour encoder, en fait, ou normaliser ce que c'est qu'une session stateless. C'est basé sur de la crypto asymétrique, alors pas forcément que, mais en général, en tout cas dans Keycloak, ce qu'on utilise en général, c'est de la crypto asymétrique. Et il y a 3 parties dans un token JWT. Donc il y a une première partie avec des métadonnées qui vont expliquer la suite en fait du token, donc en particulier comment les informations sont signées. Il y a les données métiers en tant que telles, donc les informations techniques, donc qui a émis ce token, à quelle heure, est-ce que c'est, jusqu'à quand c'est valide. Les données utilisateurs, donc c'est qui est la personne qui s'est connectée, éventuellement des droits, et surtout une signature. Donc ça, voilà un exemple qui est... Il y a une page qui s'appelle jwt.io qui fait ça très bien, donc pour regarder le contenu d'un token.
vous copiez votre token et il vous montre le contenu de chacune des parties. Donc là, on voit bien les 3 parties. En rouge, c'est les métadonnées. Donc là, on nous dit notamment que ça a été signé avec un algo qui s'appelle HS256, qui là, en l'occurrence, c'est pas de la crypto asymétrique. Un partie violette, c'est la payload, donc les données d'utilisateur que je connais. Et la partie bleue, c'est la signature. Voilà. Et donc, du coup, un serveur qui va recevoir une requête avec un header comme ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le token, il va vérifier la signature, et si c'est bon, alors le si c'est bon, ça se discute un peu, hein, mais en gros, ça veut dire est-ce que ça a été émis par quelqu'un à qui je fais confiance, et que je peux vérifier que c'est bien lui qui l'a émis. Si c'est bon, je fais confiance à mes données qui sont en violette, là, et je traite ma requête comme étant une requête qui provient bien de cet utilisateur-là. Voilà, donc on a vu qu'il y a des sessions qu'on va dire stateless, donc la mode c'est ça, hein, c'est de déplacer côté client tout ce qu'on sait sur l'utilisateur, donc dans une session qui va être stockée dans son navigateur, encodée au format JWT. Donc ensuite la question suivante c'est moi dans mon navigateur, où est-ce que je stocke ça? Il y a 2 choix, hein, soit on les stocke en cookie, soit on les stocke dans le local storage, donc il n'y a pas de solution miracle. Il y a pas mal d'articles qui parlent de ça, hein, sur Internet, vous pouvez regarder si ça vous intéresse, mais chacune des approches a ses faiblesses. La meilleure solution, c'est de conserver ça en mémoire. D'ailleurs, c'est ce qui est fait avec l'adapteur Keycloak. Il n'y a pas spécialement besoin de... Enfin, si on fait ça correctement, il n'y a pas forcément besoin de le stocker, ce token JWT. Voilà, donc là on a parlé authentification. Maintenant on va voir comment est-ce que, une fois que je me suis authentifié quelque part, je vais pouvoir réutiliser en fait cette authentification pour accéder à plusieurs applications. Ça c'est ce qu'on a vu, hein, c'est ce qu'on appelle le SSO. Et le principe général, c'est le suivant. Donc vous avez votre navigateur là qui est en haut à droite. Je vais prendre mon petit pointeur. Le navigateur qui est là. Et donc il y a un utilisateur qui est caché derrière qui va vouloir accéder. Alors, j'ai une question de Robin. Qu'est-ce que tu entends par stock en mémoire? Donc, ce que j'entends par stock en mémoire, c'est le garder dans le contexte JavaScript, en fait. Dans une variable JavaScript qui ne va pas être stockée. Je ne sais pas si ça répond à la question. Tu peux parler, Robin, si tu veux. Ouais, stocker, c'est-à-dire stocker où? Enfin, tu voudrais le stocker où Je ne voudrais pas le stocker, justement. Non, mais si ça passait pas par... Enfin, j'ai un peu du mal. Moi, j'ai déjà vu des implémentations où tu récupères un token Ouais. et tu le stockes, par exemple, dans le local storage. Et à chaque fois que tu veux faire ta requête, en fait, tu le sors et tu l'envoies. Ok. Et l'adapteur... Pardon, vas-y. Enfin, l'adapteur JavaScript, il le récupère des cookies et ensuite il le stocke localement, renvoie à chaque fois. L'adapteur JavaScript, puis quand il le reçoit de Keycloak, il le garde en mémoire, il ne le stocke pas. Donc à chaque fois que tu ouvres un onglet, par exemple, il va faire une première requête sur Keycloak. Donc là en l'occurrence, tu as un cookie qui correspond à ta session Keycloak, Ouais. qui lui permet de récupérer un token JWT. Par contre, ce token JWT, il n'est pas stocké. D'accord. Okay. Enfin, il est juste gardé dans le contexte d'exécution JavaScript. Mais enfin, à partir du moment où tu as le cookie, tu peux récupérer ce token. Donc, c'est quand même stocké quelque part sur côté client, quoi. Ouais, sauf que ta session Keycloak, tu es capable de l'expirer. Le token JWT, pas forcément. Ok. Merci. Voilà, pour revenir au SSO, donc on a notre navigateur qui est là, donc l'utilisateur va faire une première requête vers l'application 1, et là, l'application elle va voir qu'il n'y a pas de token dans la requête, et elle va dire, non, moi je refuse et je te redirige sur ma page d'authentification. Donc lui, ça veut dire que lui doit connaître d'une certaine manière son SSO pour savoir où est-ce qu'il faut rediriger l'utilisateur.
Donc, je suis redirigé, moi, en tant qu'utilisateur, vers ma page SSO. Là, on passe dans le mode qu'on a discuté tout à l'heure. Je m'authentifie sur ce SSO avec la manière dont le SSO veut que je m'authentifie, d'accord, non normalisé. Donc, ça peut être une série de formulaires, ça peut être voilà, ce qu'on veut. À un moment donné, je vais faire un post pour répondre à ce que m'a demandé ma page SSO, là, et lui va m'envoyer un jeton. On va voir tout à l'heure comment, ça dépend du protocole qu'on utilise. En tout cas, il m'envoie un jeton et il me redirige vers la page où je voulais aller initialement. Donc voilà, donc cette fois, je vais faire le même get que tout à l'heure, mais avec un jeton. Lui, il va vérifier le jeton. Donc on va en discuter un peu tout à l'heure comment est-ce qu'il fait pour vérifier. Et si c'est bon, il me laisse passer. Si j'ai envie d'aller sur une autre appli, parce que c'est le but du SSO, et ben je vais renvoyer le même jeton à mon appli 2, qui va être capable de le vérifier également, et me laisser passer si tout va bien. Voilà, donc ça, c'est vraiment le principe général de ce que c'est qu'un SSO. Alors, il y a différentes implémentations. Il y a un mode stateful, donc c'est lié à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, où le SSO, en fait, va lui générer il ouvre une session chez lui, et vous renvoie un ID de session, donc qui est véhiculé classiquement par un cookie, hein. Et du coup, quand je vais envoyer mon cookie à mon application, un ou deux, là, ce qu'elle va devoir faire, cette application-là, c'est vérifier auprès du SSO, est-ce que cette session est encore valide ou pas. Donc ça a des limites. D'une part, il y a une requête qui est faite à chaque fois que je dois vérifier Dès que j'ai une requête entrante, moi, je fais une requête vers le SSO pour vérifier si la session est encore valide. Et une des grosses limitations, c'est que ça fonctionne uniquement au sein d'un domaine, puisque ça utilise en fait les cookies. Donc le principe, c'est qu'on va passer cet identifiant de session uniquement si je suis bien dans le même domaine que mon domaine SSO. Donc ça, c'est vite un problème. Alors, il y a eu des extensions qui ont été proposées, donc pour faire du cross-domain SSO notamment. Il n'y a jamais rien qui s'est imposé comme étant un standard. En fait, toutes les solutions qui ont été proposées comme ça, c'était des mécanismes un peu ad hoc, et ça n'a pas vraiment marché. L'autre option, c'est de faire du coup un mode stateless. On en a parlé. Donc là, le jeton que je vais donner, cette fois, c'est plus un cookie, c'est un JWT. Et quand je vais envoyer ça, mon JWT sur mes applications, là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont contrôler le contenu, donc notamment contrôler la signature. Et du coup, il n'y a pas d'appel au SSO pour la vérification. Ça, c'est important. J'ai éventuellement besoin d'un premier appel pour récupérer des données de crypto, donc notamment les clés publiques si on fait de la crypto asymétrique. Mais une fois que je suis prêt, toutes les requêtes qui vont m'arriver, je suis capable de les vérifier sans parler au SSO. Ça fonctionne sans problème en cross-domain, et ça, pour le coup, ça a été normalisé avec deux protocoles qui sont très connus, hein, SNL et OpenID Connect. Alors, on va parler maintenant plus en détail de OpenID Connect. C'est une norme qui est ouverte, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect que sur Internet, il n'y a aucun problème. C'est le protocole SSO. Alors là, je me suis un peu enflammé, je n'ai pas réussi à trouver de stats, mais en tout cas, dans les projets qui démarrent, je pense pas, on croise plus que du OpenID Connect. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui utilisent SAML. Alors SAML est très utilisé justement pour son côté legacy, puisqu'il y a plein d'applications qui sont déployées, qui utilisent ça. Mais aujourd'hui, un nouveau développement qui utiliserait SAML, je n'ai jamais vu. Et OpenID Connect, c'est une extension de la norme OAuth 2. Voilà. Et il y a pas mal de choses qui sont pas claires. Enfin, c'est assez mal compris comme protocole à cause de ça, puisqu'on a du mal à comprendre c'est quoi la différence avec OAuth, etc. Et donc, voilà, je vais essayer de vous expliquer ça. Donc, on va rentrer un peu dans le détail de OAuth et voir comment ce qu'OpenID Connect apporte au-dessus de OAuth. Alors, OAuth 2, c'est une norme pour la délégation d'autorisation. D'accord ? Dans OAuth 2, on ne parle pas du tout d'authentification. C'est l'exemple typique, c'est moi je suis John, j'utilise WhatsApp et j'ai envie de donner à WhatsApp le droit d'accéder à mes contacts Facebook. D'accord ? Donc c'est vraiment, je vais déléguer une autorisation à un client, donc là à WhatsApp en l'occurrence. Il y a 4 acteurs dans OAuth. Donc il y a le ressource owner, donc ça c'est lui qui va être propriétaire des ressources auxquelles j'ai envie de donner accès.
Donc là, dans mon exemple, c'est John, qui possède les contacts Facebook. Il y a un ressource serveur, donc, qui est le service qui héberge les ressources à protéger. Donc là, c'est Facebook qui héberge mes contacts. On a un client qui est le service qui a envie d'avoir des droits, donc celui qui va vouloir récupérer la délégation d'autorisation. Et l'Authorization Server, c'est celui qui est chargé d'authentifier l'utilisateur et d'obtenir son consentement. Alors là c'est une des premières choses qui ne sont pas claires quand on regarde l'aspect et qu'on compare avec ce qu'on connaît. En général, quand on fait ça, notre expérience en tant qu'utilisateur, l'Authorization Server, c'est toujours quasiment le même que le Resource Server. C'est-à-dire que si j'ai envie de partager mes données Facebook, je vais aller m'authentifier sur Facebook et voilà, et je verrai la page de Facebook qui me dit est-ce que tu autorises bien WhatsApp à accéder à tes données. Mais en tout cas, dans l'aspect, c'est pas nécessairement le même. Donc on a bien une partie qui fait autorisation et une partie qui héberge les ressources. Donc le principe général, il est là. Donc on a notre client. Donc le client, c'est la brique technique qui cherche à obtenir des droits. Donc là, on est sur un schéma fonctionnel, ça ne correspond pas à des flux. On aura le détail des flux tout à l'heure. Mais donc là, le fonctionnel, c'est le suivant. Donc mon client, il va chercher le ressource owner, donc le propriétaire de la donnée auquel il souhaite accéder, il va lui demander son autorisation. Le propriétaire, il va retourner ce qu'il appelle un grant. Donc un grant, c'est une autorisation. Quelque chose qui prouve mon autorisation, que je suis d'accord. Le client, il va échanger ce grant contre un access token auprès du serveur d'autorisation. Et enfin, il va utiliser cet access token pour accéder à la ressource protégée. D'accord ? Donc il y a bien ces trois étapes-là. D'abord, l'utilisateur va donner son autorisation et ça génère un grant. Ensuite, j'échange le grant contre un access token. Et ensuite, j'utilise l'access token pour accéder à une ressource protégée. Donc ça, c'est le schéma général. Et ensuite, ils ont fait plusieurs déclinaisons en fonction des cas d'usage. Et notamment, du coup, il y a plusieurs choses qui peuvent être considérées comme étant un grant. Celui qu'on croise le plus souvent, donc si vous utilisez, par exemple, le social login, là, vous connectez avec Google, le grant que vous voyez, que vous utilisez dans ces cas-là, c'est l'authorization code. Ça veut dire que vous débrouillez pour récupérer un code auprès de Google, vous donnez ce code-là au service, le service échange le code contre un access token et a accès à votre source. Mais ce n'est pas le seul grant. Notamment, ils ont prévu aussi la possibilité que l'utilisateur retourne directement un access token, c'est ce qu'on appelle le grant implicite. Et il y a aussi un truc qui semble beaucoup plus simple, c'est le Resource Owner Credentials. Donc ça veut dire qu'en fait, au lieu de donner un grant, je te donne directement mon mot de passe. Et là, c'est un peu le chèque en blanc. Tiens, voilà, ça c'est mon mot de passe si tu veux te connecter sur mon compte Facebook, sers-toi. Et un cas particulier de ça qui est le Client Credentials. Donc ça, c'est utilisé quand en fait, c'est pas un utilisateur qui va vous déléguer ses droits, c'est une brique technique. Donc auquel cas, la brique technique va vous utiliser ce genre de choses. Et donc en fonction de ces différents grants, là, il y a un flow. Donc un flow, ça va être un protocole d'échange entre les différents acteurs qui est associé. Un point important, c'est qu'un grant est accordé pour un scope donné. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui est très important dans leur spec. Et c'est ce que vous voyez d'ailleurs quand vous utilisez Facebook en tant avec autre. Par exemple, il va bien vous demander est-ce que tu es d'accord pour que tel client accède à telle ressource? Et le grant que vous donnez, il portera ça en lui. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas utiliser le grant pour faire autre chose que ça. Là, je vous montre le détail de l'Authorization Code Grant, donc c'est le flow le plus commun. Donc on a le client, donc ça c'est la brique technique qui a envie d'utiliser vos données, qui va vous rediriger, donc votre user agent c'est le navigateur, le resource owner c'est l'utilisateur du navigateur, qui va vous rediriger vers le serveur d'autorisation. Là, si vous n'êtes pas authentifié, vous vous authentifiez. C'est là aussi que vous voyez la page qui vous dit est-ce que tu es OK pour que tel client utilise accès à telle donnée. En sortie, l'Authorization Server vous retourne un Authorization Code. Et en fait, il le retourne au navigateur. Et avec un mécanisme de redirection, en fait, ce code d'autorisation, il va arriver jusqu'au client.
et le client échange ensuite ce code contre un access token. D'accord. Vous, en tant qu'utilisateur, vous n'avez rien vu. Hein. Vous avez juste essayé votre mot de passe et dit OK. Mais ça passe bien par le navigateur. Toute la communication entre le client et l'Authorization Server, en ce qui concerne le Grand, ça passe par le navigateur. Alors l'intérêt de ce code-là, donc, c'est que en fait, le code qui remonte du serveur d'autorisation, il n'est pas critique, c'est pas une donnée sensible, puisqu'il a une durée de vie qui est très courte et il est utilisable une seule fois. C'est-à-dire que si déjà si quelqu'un l'intercepte, il ne pourra pas s'en servir pendant plus, je crois, ça doit être de l'ordre d'une minute. Hein, le temps, et en plus si vous faites hacker, vous allez vous rendre compte très vite, parce qu'en fait le code que vous récupérez vous, comme il est utilisable qu'une seule fois, si c'est le hacker qui s'en est servi, ça va pas marcher, donc vous détectez qu'il y a un problème. Ça c'est hyper important. Il y a la notion de redirectuary. On a vu que une fois que vous êtes authentifié, l'autorisation serveur vous redirige vers une page du client, et donc ça veut dire aussi que c'est plus dur à hacker, parce que je peux pas me faire, par exemple, passer pour WhatsApp et dire, faire en sorte que sur votre page Facebook, vous ayez un message qui dit est-ce que tu es d'accord pour partager avec WhatsApp tes contacts, et qu'au final, ça vous redirige sur une page qui n'est pas une page de WhatsApp, d'accord, qui serait une attaque assez maligne. Mais ça, c'est pas possible. Si vous avez bien réglé vos redirectories, c'est pas possible. Et enfin, donc on n'a pas parlé de ça, mais il y a différents types de clients. Il y a notamment un client qui est confidentiel ou public. Un client confidentiel, c'est un client qui va être enregistré auprès du serveur d'autorisation et qui est capable de s'authentifier de manière fiable avec un secret. Donc si vous êtes dans ce cas-là, vous êtes sûr qu'il n'y a que le client qui est authentifié qui est capable de convertir votre code en access token. Donc là, ça rajoute un niveau de sécurité, puisqu'il faudrait également hacker les credentials du client WhatsApp pour se faire passer pour lui. Alors ça, ça a des limites, puisqu'en fait, c'est très adapté à ce que j'ai appelé une application client-serveur à l'ancienne. Ça veut dire que c'est une application où c'est un serveur web qui vous sert les pages. Et donc, ce serveur-là, il est capable, lui, de s'identifier parce qu'il y a des données qui sont protégées. Vous n'avez pas accès à ce qui se passe sur le serveur. C'est beaucoup moins... Non, j'en parle pas. C'est beaucoup moins adapté à des applications modernes où vous avez une appli JavaScript et c'est avec elle que vous dialoguez, et elle, par contre, elle n'est pas capable de protéger des secrets, puisque tout le code, c'est pas parce que vous aurez mis un secret dans votre code JavaScript qu'il est protégé. Voilà, alors, là, j'en parle pas plus, mais pour les applications publiques, du coup, quand vous êtes dans le cadre d'une SPA JavaScript, il y a une extension de ce code, de ce flow d'autorization code qui doit être utilisé, qui s'appelle PKCE. C'est un truc qui est assez récent. Avant, on devait utiliser dans ces cas-là le workflow implicite, mais ça n'a plus de raison d'être. Il y a plusieurs articles, si ça vous intéresse, qui expliquent pourquoi, et pourquoi, du coup, il faut utiliser le PKCE. Voilà, donc ça c'était Auth. Donc on a vu Auth, hein, c'est juste, je vais être capable de déléguer mes droits pour qu'un client, en fait, sur un scope particulier, soit capable de se faire passer pour moi et accéder à des ressources. À aucun moment on parle que le client a envie de savoir qui vous êtes. À la limite, le client il n'a même pas envie de savoir à qui il parle, et ce qu'il veut, c'est juste accéder à vos photos. OpenID Connect, c'est une extension de ça, pour le cas particulier de l'authentification. C'est-à-dire que la ressource à laquelle je sais accéder si je fais de l'OpenID Connect, c'est pas vos photos Facebook, c'est votre identité. D'accord ? C'est un cas particulier pour ça. Donc, et l'idée, ça va être d'être capable de propager en fait l'authentification que vous avez faite sur le serveur d'autorisation, où lui a vérifié qui vous étiez, de propager ça auprès du client. D'accord ? Donc on voit que c'est un sous-ensemble des cas d'usage potentiellement de Auth. Il y a un truc qui s'appelle OpenID qui existe depuis longtemps, mais en fait OpenID Connect, c'est la suite de ça. Hein. Par rapport à Auth, donc dans Auth, on n'a pas trop détaillé, mais il y a une notion d'access token donc, et de refresh token qui permet de prolonger en fait la durée de vie d'un access token. OpenID Connect rajoute à ça la notion d'ID token. Donc ça va être un token qui contient votre identité. Et ce qui est important, c'est que là, dans Auth, il n'y avait absolument rien de normalisé en termes de ce à quoi j'accède. Là,
OpenID Connect va normaliser en fait le contenu d'un ID token. Donc il va dire deux choses, que c'est un token JWT, et ensuite il y a des champs qui sont normalisés. Par exemple, si vous avez votre email dedans, il sera à un endroit bien précis dans l'ID token. Et enfin, OIDC, donc ils ont spécifié très clairement ce qui doit être fait comme contrôle quand vous utilisez ce protocole SSO, aussi bien pour le client qui va bénéficier, qui va récupérer en fait l'authentification, que pour le serveur d'autorisation. Alors ça, c'est le fonctionnement global. Donc, quand on passe en OpenID Connect, on perd les acteurs qu'on avait en haut, donc ils ont été renommés. Là où on avait un client tout à l'heure, là on a un relaying party, donc c'est celui qui va s'appuyer sur quelque chose. Et on a un OP, donc le OP c'est l'OpenID Provider, qui remplace en fait le serveur d'autorisation. Et en fait, il remplace à la fois le serveur d'autorisation et le serveur de ressources, puisque ce qu'on a dit, c'est que la ressource à laquelle on veut accéder quand on fait de l'OpenID Connect, c'est votre identité. Et l'identité, c'est bien l'OpenID Provider qui la détient. Au-delà de ça, ça va être à peu près le même mécanisme, c'est-à-dire que le relaying party, là, il va faire une première requête d'authentification sur l'OpenID Provider, ce qui va avoir pour objet de vous, en tant qu'utilisateur, vous rediriger sur l'OpenID Provider. Là, vous faites votre session d'authente. La session d'authente, elle va, pareil, c'est le même mécanisme de code et de grant qui va remonter jusqu'au relaying party, qui va échanger ça contre un access token. Et avec cet access token, en fait, il va pouvoir faire une requête, c'est d'accéder à vos données. Accéder à la ressource user info. Alors, on a dit que OIDC normalise ce qu'on peut trouver dans les tokens. Donc voilà, c'est tous ces champs-là, c'est du coup le contenu, c'est normalisé. Et il normalise aussi ce qu'on appelle les scopes. Donc les scopes, c'est tout à l'heure, par exemple, dans mon exemple, c'était à quoi j'ai envie de donner WhatsApp accès, donc mes photos, mon profil. Là, il y a des scopes qui s'appellent profile, où vous allez donner accès en fait à votre nom de famille, etc. Et il y a un autre scope qui est normalisé qui s'appelle email. Donc là, vous allez donner accès à deux choses. Votre email et un flag qui dit est-ce que l'OpenID provider a vérifié ou non l'email. Voilà, et là on arrive au point compliqué, enfin c'est pas que c'est compliqué, c'est un point qui est pas bien connu, pas bien clair d'OpenID Connect. Sur justement comment est-ce que moi, quand j'utilise OpenID Connect, je vais récupérer l'identité. On a vu que sur le schéma, c'est très simple, c'est une extension de haut, je récupère un access token, cet access token me permet de récupérer les user infos. En fait, il y a trois moyens d'avoir des informations qui viennent du provider OpenID Connect. Donc on l'a dit, le premier c'est d'utiliser le endpoint user info, parce que j'ai justement eu un access token qui me permet d'y accéder. L'avantage d'utiliser ce endpoint-là, c'est que les informations sont toujours à jour, c'est-à-dire que si vous vous connectez une première fois, puis dans les 3 minutes, vous changez votre adresse mail, du coup, si le client, le relaying party, il veut re-regarder de nouveau votre identité, il appelle ce endpoint-là et il verra la modif. Par contre, évidemment, ça nécessite un appel HTTP, plus le fait d'avoir l'access token valide si j'ai envie d'accéder à vos données. Deuxième moyen d'accéder aux données, c'est d'utiliser l'ID token. Donc on a vu que suite à l'autente, le relaying party va récupérer un ID token qui contient vos données. Donc là, il n'y a pas de requête supplémentaire à faire, tout est dans l'ID token. Je peux m'en servir offline. Par contre, les informations qui sont dedans, elles peuvent être obsolètes, puisque c'est ce qu'on a dit, si l'utilisateur il a changé ses données depuis que l'ID token a été émis, vous n'êtes pas informé de ça. Et enfin, le truc qui fait que quand on s'est servi d'OpenID Connect une fois et qu'on regarde l'aspect, qu'on ne comprend pas le lien avec ce qu'on a fait, c'est qu'on peut aussi ajouter des infos dans l'access token. On a vu dans l'aspect que l'access token, il me permet d'accéder aux user info, mais en fait, dans mon access token, rien ne m'empêche de mettre d'autres choses. Donc en particulier, rien ne m'empêche de mettre aussi des boucles qui seraient logiquement dans l'ID token. C'est-à-dire qui est-ce qui s'est authentifié, éventuellement, quels sont ses droits que je lui connais, ce genre de choses. D'accord. Alors mettre des informations là-dedans, la simplicité, l'avantage c'est que c'est plus simple, c'est-à-dire que votre relaying party finalement il a son access token
Et ça lui suffit, il n'a même pas besoin de regarder ni l'ID token, ni le user info, hein, tout est dans l'access token. Bah, par contre, le seul inconvénient, c'est qu'on mélange un peu les concepts. Néanmoins, dans tous les projets que j'ai vus qui utilisent OpenID Connect, c'est ça qu'ils utilisent. Voilà, donc là, on a fait le tour d'OpenID Connect. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Hein. Juste un petit slide. Ouais. Alors, question de Jérôme qui dit, est-ce qu'on peut ajouter des champs custom au profil renvoyé? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que OpenID Connect spécifie des claims normalisés, rien n'empêche d'étendre ça et de mettre des champs qui ne sont pas normalisés dans notre ID token. Et d'ailleurs, ça, on peut le faire sur l'ID token, on peut aussi le faire sur l'access token ou même sur le endpoint de user info. C'est juste que l'OpenID provider s'engage à respecter la spec et que donc s'il doit vous mettre un email, il le mettra avec le bon claim qui est normalisé. Alors Samel, donc si on regarde de loin, déjà le truc qui saute aux yeux, c'est que c'est des payloads XML de JWT, donc c'est vachement plus dur à utiliser en fait, hein, puisqu'il faut des parseurs XML, en particulier en JavaScript, c'est beaucoup moins adapté. Il y a aussi un mécanisme de redirection, mais du coup ça n'utilise pas des redirections HTTP, ça utilise des auto-submitted forms, donc c'est des formulaires qui vont se charger en JavaScript et qui sont soumis dans la foulée. Il y a un truc, à ma connaissance, qui n'existe pas dans UDC, c'est ce qu'on appelle le mode IDP initialize. Donc là, ça veut dire que votre autente va être lancée depuis la brique SSO. Et ça, c'est utile si vous avez, par exemple, des portails d'applications qui seraient aussi hébergés sur le SSO, où vous avez, je sais pas, une homepage avec la liste des services auxquels vous avez accès. Et là, ce que vous allez faire, c'est que c'est directement l'IDP qui va prendre l'initiative d'envoyer vos infos à l'application. D'accord ? Avec OIDC, vous faites nécessairement une connexion à une appli qui, elle, revient vers le provider OIDC pour vous authentifier. Au-delà de ça, c'est des concepts qui sont très proches. Hein. En résumé, donc on a vu qu'OpenID Connect, c'est un protocole SSO, successeur d'OpenID, plus simple que SAML, qui lui est là depuis plus longtemps. Et surtout, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une spécification de OAuth, où en fait la ressource à laquelle on va accéder, c'est l'identité de la personne. Voilà, on va passer maintenant sur Keycloak. Alors ça, pour moi, l'essentiel de la presse, il est passé. Hein. C'est-à-dire que si vous avez bien compris ça, ensuite utiliser Keycloak, c'est juste un provider d'OpenID Connect. Bon, il y a des petits points techniques à savoir, mais il n'y a rien de compliqué. Les concepts clés dans Keycloak, donc évidemment, il y a différentes identités, enfin différentes entités métiers. Évidemment, il y a une notion de user. Alors attention, un user, c'est bien un être humain. Si vous avez envie de donner des comptes à des services, par exemple, des comptes techniques, ce ne seront pas des users, ce seront des clients particuliers. Et donc, votre humain, il a une identité, évidemment, et des moyens d'authente. Il y a la notion de groupe qui permet de faire des arborescences d'utilisateurs. D'accord ? Donc, évidemment, on peut faire des arborescences de groupe. Hein. Un client, c'est le client au sens relaying party d'OpenID Connect. Donc, c'est une application qui va avoir envie d'utiliser vos utilisateurs. La notion de rôle, ça, c'est des droits que vous allez associer à l'utilisateur. Il y a possibilité de faire des rôles composites. Hein. Par exemple, si j'ai donné des droits... donc mon exemple, c'est que j'ai le droit de voir des images et de voir des datas. Je peux créer un rôle composite qui me donnera le droit de et voir les images et voir les datas. Ce qui est important, ce que permet de faire Keycloak, c'est soit vous donner des rôles génériques, donc qui ne sont pas nécessairement attachés à une application particulière, soit vous pouvez aussi créer des rôles qui vivent que dans l'espace d'une application donnée. Et si vous vous connectez à une autre appli, vous ne les verrez pas, ces rôles-là. Et enfin, le premier objet que vous voyez en fait quand vous vous connectez à Keycloak, c'est la notion de royaume ou domaine. Et ça, c'est quelque chose qui vous permet de faire des cloisonnements logiques entre différents univers d'utilisateurs.
Et ça, c'est utile pour faire du multi-tenant. Donc, par exemple, si vous avez plusieurs clients, donc là, pour le coup, au sens métier, au sens business, qui utilisent vos applis, vous n'avez pas du tout envie qu'ils partagent les utilisateurs, bah là, vous pouvez faire des royaumes pour faire un cloisonnement. C'est un peu comme si vous aviez deux instances complètement séparées de Keycloak, sauf qu'en fait, en vrai, c'est la même instance, mais il y a un cloisonnement logiciel uniquement. Voilà, donc c'est un petit schéma qui résume ça. Donc, bon, on va passer. Les fonctionnalités, donc sur les utilisateurs, on va retrouver ce dont on parlait sur les IAM au tout début. Vous pouvez ajouter, supprimer, modifier un utilisateur, lui donner des moyens d'attente, lui donner des rôles. Même chose avec des groupes, donc lui donner des attributs. Alors un truc qui est important, c'est si vous donnez des attributs ou des rôles à un groupe, en fait ils sont hérités au niveau de l'utilisateur. C'est-à-dire que ça peut être un moyen assez simple de gérer des rôles. Vous donnez le rôle au groupe et puis après vous avez juste à mettre l'utilisateur dans le groupe. En pratique, Keycloak vient avec une application web dans laquelle vous pouvez faire tout ça. Mais ce qui est important aussi, c'est de comprendre que derrière cette application web, il y a une API que vous pouvez utiliser également, et il n'y a pas plus de fonctionnalités dans l'application web que dans l'API. Donc, tout ce que vous pouvez faire de l'application web, vous pouvez le faire aussi depuis l'API. Et ça, c'est intéressant si vous faites une appli dans laquelle vous avez envie de donner des fonctionnalités d'administration qui vont taper sur des objets Keycloak. On a vu que, donc là vous voyez pas, mais l'interface d'admin elle n'est pas hyper belle. Si vous avez envie d'avoir un truc intégré, vous avez déjà fait un back-office, etc., vous avez peut-être envie de passer par l'API plutôt que d'envoyer les utilisateurs sur l'appli web de Keycloak. Ouais, ce que vous permet de faire aussi Keycloak, c'est de spécifier des bases d'utilisateurs existantes. Donc par défaut, et c'est nous ce qu'on fait dès qu'on fait notamment ce que je disais tout à l'heure en mode microservice, où on va utiliser Keycloak pour faire un microservice d'autante, en fait on va garder les données dans la base Postgres de Keycloak, mais on peut utiliser des bases externes, donc LDAP ou custom, et par contre quand vous faites ça, vous devez définir un binding entre les attributs des utilisateurs existants et les attributs OIDC qui seront utilisés par Keycloak. Donc, je sais pas, par exemple, rien ne dit que dans LDAP, vous avez votre nom d'utilisateur qui est derrière la clé, je sais pas, subject, et ben en fait, quand vous faites l'import dans Keycloak, vous avez envie de le transformer en username. Voilà. Donc, il y a un mécanisme de binding qui est assez riche pour expliquer comment vous convertissez en fait un utilisateur existant en un utilisateur Keycloak. Donc là, j'ai mis on y reviendra, mais en fait, on n'y reviendra pas. C'est juste parce que mes slides sont utilisés aussi dans le cadre de la formation qu'on fait sur Keycloak. Ouais, alors Keycloak, c'est lui qui est responsable de l'authentification des utilisateurs. Donc évidemment, la manière dont les utilisateurs vont être identifiés, vous pouvez le configurer. Et il y a notamment des mécanismes de configuration assez génériques, simples, qui sont accessibles très simplement. Donc, est-ce que vous voulez que l'utilisateur soit capable de se créer un compte? C'est le user registration. Est-ce que vous voulez qu'il soit capable de modifier son username une fois qu'il en a choisi un? Est-ce que vous voulez donner accès au forgot pass, donc au bouton j'ai oublié mon mot de passe sur la page de login? Pareil pour le remember me. Est-ce que vous voulez imposer qu'on vérifie l'email de la personne avant qu'il soit capable de se connecter la première fois? Et enfin, est-ce qu'on l'autorise à se connecter avec son email ou pas? Donc ça, c'est vraiment des fonctionnalités sur étagère. En 3 clics, vous l'avez réglé comme vous voulez. Évidemment, vous pouvez aussi définir des politiques de mots de passe compliquées. Donc il y a des trucs qui sont assez simples. Donc est-ce que je veux mettre je le force à mettre des chiffres sur deux choses? Il y a des trucs qui sont peut-être un peu plus intéressants. Est-ce que je le force à avoir une politique d'expiration? Est-ce que je l'empêche de reprendre le même mot de passe que la dernière fois? Donc ça, c'est pareil, c'est des trucs sur étagère. Ensuite, il y a des mécanismes de configuration beaucoup plus complexes et beaucoup plus puissants, qui sont les workflows d'interaction entre l'utilisateur et Keycloak. C'est-à-dire que donc il y a plusieurs cas dans lesquels votre utilisateur va parler à Keycloak. Donc le cas le plus évident, c'est l'autente, mais il y a aussi, je sais pas, par exemple, quand il se crée son compte, c'est un autre workflow. Et dans ce cas-là, pour chacun de ces workflows, vous pouvez, de manière très fine, définir les différentes briques qui seront utilisées dans ce workflow. Donc, pour l'authentification, notamment,
Keycloak utilise un objet de base qu'ils appellent un authenticator, qui est en fait une brique atomique qui est capable d'authentifier un utilisateur. Et donc en fait, votre workflow, c'est ce qu'on voit là, ça va être un enchaînement de ces briques atomiques. Donc ça, c'est le workflow par défaut quand vous créez votre royaume. Alors ce que ça veut dire ça, c'est qu'il va commencer par essayer d'utiliser un cookie, donc il va regarder est-ce que mon utilisateur a un cookie dans sa requête. Si oui, c'est bon, je considère qu'il est identifié. Donc ça, c'est un authenticator, c'est une brique atomique d'authent. Ensuite, donc ça c'est Kerberos, je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà, donc si j'avais pas de cookie, je passe à l'authenticator suivant. Donc là, c'est l'identity provider. Donc c'est est-ce que il arrive là parce qu'il est en train de se connecter avec Google, par exemple. Donc si oui et que l'authent chez Google a marché, je le laisse passer. Sinon, je passe à l'authenticator forms. Donc là, c'est un formulaire, hein, tout simplement. Et ce formulaire-là, il aura deux parties, enfin 2 étapes. Un login mot de passe qui sera required, donc je suis obligé de passer par là. Et ça, c'est pour gérer l'OTP, donc si je veux un one-time password, qui est mis comme optionnel, parce que je vais l'utiliser en fait uniquement si l'utilisateur l'a configuré. Voilà. Donc ça, je ne sais pas si vous le sentez, mais potentiellement ça ouvre la porte à des configurations complexes, hein, puisque rien ne vous empêche déjà, vous, de rajouter un authenticator. Donc vous pouvez très bien, je sais pas, par exemple, faire un code PIN, au lieu de faire un login password, et donc là vous serez capable de rajouter votre authenticator là, donc soit en tant qu'option, soit en tant qu'étape en plus à faire. Voilà, si vous voulez plus être capable de se connecter avec un cookie, il vous suffit de faire un disable sur l'authenticator cookie, voilà, ce genre de choses. Donc vous pouvez régler à la fois l'ordre et le requirement. Là. Deuxième chose qui est intéressante que vous pouvez configurer un peu plus finement, c'est ce qu'ils appellent les actions obligatoires. Donc c'est des choses que les gens doivent faire avant de se connecter la première fois. Par défaut, ils auront 2 choses à faire, c'est changer leur mot de passe et vérifier l'adresse mail. Donc vérifier l'adresse mail, ça veut dire qu'ils vont aller dans leur boîte mail et cliquer sur l'email qui leur a été envoyé. Rien ne vous empêche, pareil, d'en rajouter. Et rien ne vous empêche non plus d'en rajouter à la main pendant le cycle de vie de l'utilisateur. Par exemple, je sais pas, telle personne vous informe qu'elle a perdu son mot de passe, hop, vous pouvez très bien aller dans l'interface d'admin, trouver l'utilisateur et lui dire, bah tiens, toi je te force à changer ton mot de passe. Le social login, on a déjà parlé. Et alors par défaut, Keycloak inclut des connecteurs vers Facebook, Google, Twitter, tout ce que vous voulez. Et donc Keycloak inclut le protocole OIDC et SAML. C'est-à-dire que nous, on s'en sert uniquement quasiment d'OIDC, mais rien ne nous empêche de connecter des applis en SAML. Et ils vous permettent de configurer aussi finement les différents tokens qui sont servis dans le cadre d'OIDC. Donc on a vu tout à l'heure rapidement, mais dans OIDC, on a des access tokens, des refresh tokens, des ID tokens, et un refresh token un peu particulier qu'on appelle un offline token, qui est un refresh token longue durée. L'offline token, c'est notamment ce que vous utilisez si vous avez une appli Facebook sur votre portable, où vous vous rendez compte qu'en fait vous restez connecté pendant 30 jours. C'est ça, c'est ce qu'on appelle un offline token. Et pour chacun de ces tokens, en fait, Keycloak va pouvoir vous permettre de configurer en fait, les durées de vie, principalement. Donc ça, c'est hyper important d'avoir des durées de vie qui sont les plus courtes possibles pour vos besoins. Alors, plus le token a une durée de vie courte, moins vous exposez à des failles de sécurité. Il y a un autre point qui est important qu'on n'a pas trop parlé. Un access token, une fois qu'il a été émis, on a dit tout à l'heure qu'un des avantages, c'est que une application n'a pas besoin de faire un appel au SSO pour vérifier l'access token. Le pendant de ça, c'est qu'un access token qui a été émis et qui a été volé, il n'y a aucun moyen de le révoquer. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a envie que l'access token ait une durée de vie courte. A l'inverse, on peut très bien révoquer un refresh token. Le contenu des tokens, donc là ça va rejoindre un peu la question de Jérôme tout à l'heure, comment est-ce que je configure ce que je mets dans mon token, est-ce que je peux mettre des trucs custom? Ça pour moi c'est le point le plus compliqué de la configuration de Keycloak.
Alors, pour faire ça, Keycloak va vous proposer de définir ce qu'il appelle des mappeurs. Donc, un mapper, c'est tout simplement une fonction qui vous permet de projeter un utilisateur avec tous ses attributs, ses rôles, tout ce que vous voulez, sur un claim. Donc, un claim, c'est un couple key-value, voilà, que vous mettrez ensuite dans un token. Donc, Keycloak, lui, il fournit des mappeurs par défaut. Par exemple, il y a un mapper qui s'appelle birthDate. Et lui, donc, il est très simple. Il va juste aller prendre au sein des attributs de l'utilisateur, il va prendre l'attribut qui s'appelle birthDate et il va générer un claim qui s'appelle birthDate. Et ensuite, vous pouvez dire, ce mapper-là, j'ai envie de l'utiliser quand je génère des ID tokens, quand je génère des access tokens, ou quand je gère des user info, ou les trois, ou juste, voilà, vous voulez. Et donc ça rejoint le point de tout à l'heure, c'est-à-dire que vous devez, pour configurer ça, vous devez savoir comment est-ce que vous voulez que vos utilisateurs utilisent vos tokens. S'il n'y a que les access tokens qui sont utilisés, au final, ce que vous mettez dans l'ID token et dans le user info, ce ne sera jamais utilisé, vous en fichez. Donc ça, c'était simple. Vous pouvez en définir aussi des customs. Donc ça répond complètement à la question de Jérôme. Je peux très bien définir, moi, un mapper que j'ai appelé phone custom, qui va aller chercher dans les attributs d'utilisateur un attribut qui s'appelle phone et le mettre dans un token que j'appelle mobile phone, qui n'est absolument pas un claim normalisé ou IDC. Donc ça reste simple. Vous pouvez aussi utiliser un mapper de type script, où là, vous écrivez un bout de JavaScript, vous avez à disposition tout le contexte qui est connu de Keycloak au moment où il génère le token. Donc ça peut être les infos du user, ça peut aussi être des choses plus compliquées, du style, je sais pas, des headers qui seraient venus dans la requête d'autant. Et vous pouvez faire ce que vous voulez avec, et à la fin, les mettre dans un claim. Voilà, donc là, on sent bien aussi que ça vous apporte à faire tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est les mappers. C'est une fonction qui me permet de projeter un contexte sur un claim. Et ensuite, le scope, ça va être un ensemble de mappers. Et le scope, c'est le niveau de granularité que vos clients, au sens client OIDC, vont être capables de manipuler. Donc, quand je vais avoir envie d'authentifier quelqu'un, je vais lui demander une authentique dans le contexte d'un scope. Et l'utilisateur, pareil, il va m'autoriser sur un scope particulier. Donc les scopes, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais il y a un scope email qui est normalisé du coup par OIDC et qui du coup fait intervenir deux mappers, donc deux fonctions unitaires, une qui va générer le claim email verified et une qui va générer le claim email. Alors ensuite, il y a la question qui se pose, c'est comment est-ce que Keycloak va choisir les scopes qu'il doit appliquer. On a vu que le scope, ça me donne l'ensemble des mappers, mais comment est-ce que je sais quel scope je dois appliquer? Et donc pour ça, on peut définir des scopes par défaut, donc ça veut dire que c'est des scopes que j'appliquerai tout le temps, quelle que soit la requête qui vient, et également des scopes optionnels pour un client donné. Donc des scopes optionnels, ça veut dire que c'est des scopes que le client pourra demander. S'il ne l'a pas demandé, je ne le fais pas. Mais s'il le demande, alors j'appliquerai les mappers liés en plus. Donc au final, la construction du token, ça va se passer comme ça. Donc il y a ma requête qui arrive, je fais mon authentique, je regarde est-ce que le client a demandé des scopes particuliers. Donc voilà. Dans tous les cas, j'ajoute les scopes par défaut. Ça me donne un ensemble de scopes, donc les scopes par défaut et les scopes qui ont été demandés. Alors au passage, si là il m'a mis des scopes interdits, donc des scopes que je n'ai pas déclarés comme étant des scopes optionnels pour ce client, je peux rejeter sa requête. Ok, ça veut dire que je m'assure que je ne donnerai pas par mégarde accès à des choses que je n'ai pas autorisées. Une fois que j'ai fait mon union là, des scopes optionnels et des scopes qui ont été demandés, enfin des scopes par défaut et des scopes qui ont été demandés, je récupère les mappers de chacun de ces scopes. Alors, en particulier, je peux avoir des mappers qui sont appliqués, enfin qui interviennent dans plusieurs scopes, évidemment, il ne va pas les appliquer plusieurs fois. Ça me donne une liste ordonnée de mappers, je les applique, et je mets ça dans mes tokens, donc avec les flags qu'on a vu tout à l'heure, là où pour chaque mapper, je peux dire est-ce qu'il est dans l'access token ou pas, ou dans l'ID token ou pas. Voilà, en fonction de la conf de chacun des mappers, je les applique ou non, et à la fin, j'ai mon token. Alors, un truc qui est cool avec Keycloak, c'est que là, on a vu cette conf-là, ça peut devenir rapidement compliqué en fonction du nombre de scopes et du nombre de mappers que vous avez. Vous pouvez tester facilement la génération d'un token, donc vous dites... alors voilà, donc ça c'est une page dédiée dans l'interface d'admin. Vous dites, voilà, je suis tel client, je choisis de mettre ce scope-là optionnel, et j'ai envie de voir ce que ça donnerait pour le user Tristan.
j'évalue, il me donne la liste des mappeurs, et à la fin, je peux voir un exemple d'access token qui aurait été généré. Ce qui permet de bien voir si c'est bien ce que vous imaginez qu'il y a dans vos tokens. Les rôles, alors ce qui est marrant, hein, on en a parlé avec ça hier, mais la notion de rôle, ça fait pas du tout partie d'OpenID Connect. Néanmoins, ça peut très bien être ajouté dans les tokens sous la forme d'un claim particulier qui contiendra la liste de vos rôles. Donc Keycloak permet de contrôler quels sont les rôles que vous voulez mettre dans les tokens. Donc voilà, ça devrait vous donner normalement une première idée de à quoi ça ressemble de configurer Keycloak. Alors maintenant, si on va parler rapidement, c'est quasiment fini, là, du déploiement de Keycloak. Alors Keycloak, c'est un programme Java donc, qui va tourner dans une JVM. Il y a un cache InfiniSpan, donc ça c'est la techno de cache de Red Hat qui tourne également dans la JVM. Et il va se connecter à une base de données relationnelle, donc il y a Postgres, Oracle et MariaDB qui sont supportés. Si on zoome à l'intérieur de la JVM, en fait, ça va ressembler à ça. Il y a un serveur d'application qui est déployé, donc qui s'appelle Wildfly, donc le serveur d'application de Red Hat, dans lequel Keycloak va tourner. Ouais, les notions de serveur d'application, c'est une sorte de conteneur qui est responsable de faire tourner des applications Java. Et donc au sein de Keycloak, il va y avoir des pages statiques, donc qui sont les différentes applis web qui sont accessibles. Et vous avez surtout du coup les API, donc on a vu notamment l'API d'admin, donc on en a parlé tout à l'heure, qui est une API de gestion du compte. Il y a des pages de login, et il y a aussi les couches protocolaires normalisées, donc OIDC, SAML. Et tout ça, c'est branché sur un core Keycloak. Donc l'architecture, si vous regardez le projet source, est très modulaire, ça c'est bien fait. Juste ça, du coup, c'est l'interface d'administration Wildfly, donc qui est également accessible si vous lui donnez accès. Alors ça, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a 15 ans, en fait, toutes les applications Java, elles étaient déployées dans des serveurs d'applications comme ça. Donc, Wildfly, enfin, celui de Red Hat, c'est un exemple, mais il y en avait plein d'autres. Où en fait, c'était une grosse application dans laquelle vous veniez déployer vos applis Java. Et c'est là que vous configuriez aussi les connexions aux bases de données, les pools de threads, il y avait du monitoring, etc. etc. C'est un peu en fait l'équivalent pour des applis Java c'est un peu à une application Java ce que Kubernetes peut être un conteneur Docker. C'est quelque chose dans lequel ça va tourner, qui va manager l'application Java et qui va lui donner accès à des ressources. Alors ça, on a arrêté parce qu'en fait, ça devenait des usines à gaz et qu'il fallait des gars spécialistes et tout de chaque serveur d'application. On verra s'il se passe la même chose avec Kubernetes. Mais c'était un peu la même idée. Alors évidemment, donc rien ne vous empêche à vous de déployer un serveur Wildfly, de venir mettre Keycloak dedans et de le configurer depuis là. Évidemment, c'est pas ça qu'on préconise, c'est plus très à la mode. Donc l'idée, c'est plutôt de faire un environnement immutable, donc avec Docker. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait plein de questions en fait. Attends. Il y a une question d'Antoine qui dit comment Keycloak connaît l'ensemble des champs souhaités pour un user donné à stocker dans la base Postgres. Alors, il y a donc dans Keycloak, on est capable de donc il stocke des propriétés des utilisateurs, donc c'est des choses qui sont pas extensibles, donc son nom, son prénom, son email, ce genre de choses. Il y a aussi une notion d'attribut de l'utilisateur où là vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par contre, il faut être capable de les remplir également, donc c'est-à-dire qu'il faut que quand vous créez le compte, vous soyez capable de donner des valeurs à ces champs-là. Mais une fois que vous avez défini ces attributs-là, ensuite vous pouvez les mettre dans les tokens, il n'y a pas de problème. Et il y avait aussi une question de Mathieu, du coup, qui demandait, dans les mappeurs, on script en quel langage? Donc c'est du JavaScript. Voilà, on revient sur le déploiement. Donc, comme je disais, on va plutôt privilégier, au lieu de déployer d'abord un Wildfly, puis Keycloak, on va
déployer en fait tout ça d'un coup avec l'image officielle Docker. Et évidemment, il y a quelques variables qu'on peut configurer au niveau de l'image, donc notamment la connexion à la base, ce genre de choses. Alors, il me reste combien de slides là? Donc, c'est fini. Alors, c'est pour maintenant comment l'impact sur mes applis si j'ai envie d'utiliser Keycloak. Donc déjà, il faut bien comprendre qu'il y a deux architectures distinctes qui entraînent des configurations différentes de Keycloak. Donc il y a un premier mode qu'on va appeler application web classique, où là vous avez, donc c'est lui là, vous avez un serveur web qui sert également des pages HTML, donc c'est lui qui vous sert l'appli web, et lui, il est, comme ce qu'on disait tout à l'heure, il est capable de protéger un credential, donc ça va être un client privé, un client confidentiel. Donc comment ça va se passer? Mon navigateur, je vais essayer d'accéder à une page de ce serveur-là, lui, il ne me connaît pas, donc il me redirige sur Keycloak. Je fais mon code grunt, donc finalement, je lui reviens sur lui en lui donnant mon code, et il échange ce code-là contre un token. Et si ce qu'il y a dans le token à la fin lui plaît, il ouvre une session. Donc là, cette fois, c'est une session classique. Hein. Alors, il peut très bien aussi ouvrir une session stateless, mais c'est un autre problème, c'est son problème. Et par contre, il y a une notion de synchro des sessions, puisque il n'est pas question normalement que ma session utilisateur sur ce serveur-là dure plus longtemps que ma session là. En particulier, si je me rends compte que je sais pas, il y a eu une faille et que je vais dans Keycloak pour dire bah pam, je tue toutes mes sessions parce que je sais que j'ai été compromis. Bah, idéalement, il ne faut pas que mes sessions-là elles persistent. Donc il y a une problématique en fait de synchro des sessions qui est pas hyper simple. Il y a différentes techniques pour le faire, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est clairement la problématique. L'architecture dite moderne, vous avez votre application JavaScript qui tourne dans le navigateur, et vous avez des appels sur un back qui est juste une API. Et donc ça, cette fois, c'est au moment où vous allez charger l'appli JavaScript que là, vous allez checker est-ce que j'ai un token ou pas. Si j'en ai pas, je redirige sur Keycloak. Donc là, pareil, je fais mon code, mon échange code grant. Là, si vous avez bien écouté, vous savez qu'on utilise le flow PKCE. Toujours est-il qu'à la fin, j'ai un token et en fait, je fais mes accès du coup à l'API en présentant mon access token. Mon API, la seule chose qu'elle a besoin de faire, c'est de vérifier les tokens. Donc dans Keycloak, il y a une notion de clients qui sont des bearer only, donc c'est des clients qui ne sont pas capables de parler avec Keycloak uniquement pour récupérer des clés publiques, pour vérifier par la suite les tokens. Et bah, du coup, lui, il est chargé d'utiliser les refresh tokens ensuite pour rafraîchir les access tokens, mais dans ce mode-là, il n'y a pas d'autre session que celle qui est ouverte sur Keycloak et qui me permet de rafraîchir mes tokens. Alors, comment je vais mettre en place Keycloak là-dedans? Donc, premier point, et c'est hyper important, identifier l'architecture cible. Donc, c'est toujours comprendre ce qu'on essaie de mettre en place. Donc, on a vu tout à l'heure, c'est pas forcément hyper simple de savoir est-ce que je vais utiliser les access tokens, est-ce que je veux des ID tokens, est-ce que je veux appeler le endpoint user info, est-ce que je suis dans le cadre de ce qu'on a vu tout de suite, une archi à l'ancienne où c'est mon serveur qui va récupérer les access tokens, est-ce que je suis plutôt dans le mode moderne, entre guillemets. Donc il faut bien se poser ces questions-là avant de commencer à essayer de bricoler, sinon on ne comprend plus rien à ce qui se passe. Et une fois que je sais ce que je veux faire, bah là, je configure Keycloak, j'ai compris quels étaient les clients que j'avais besoin de configurer, j'ai compris quels étaient les tokens que j'ai envie d'utiliser, donc là, il ne me reste plus qu'à définir les mappeurs, etc. Et j'ai plus aussi qu'à configurer mes flux d'authentification, est-ce que je veux que ce soit du login mot de passe, ce genre de choses. Ensuite, Keycloak est prêt, il faut juste que je branche mes applis dessus. Et pour faire ça, il y a Keycloak fournit des adapteurs, donc que ce soit côté serveur ou côté application JavaScript. Ces adapteurs-là, il faut les configurer, et ensuite il faudra tester que tout marche. Juste pour l'exemple, voir à quoi ça ressemble, ça c'est l'adapteur Spring Boot. Donc si vous configurez en mode API, hein, donc vous êtes en bearer only, donc c'est pas lui qui va générer les access tokens. Et donc là, ça dit quoi? Bah, ça dit que mon serveur
d'authentification dans Keycloak, il est à cette URL-là. Voilà. Donc là, si je m'arrêtais là, ça fait juste que s'il y a une requête qui arrive sans token, je la refuse. En plus de ça, l'adapteur inclut des fonctionnalités de RBAC. RBAC, donc c'est Role-Based Authorization. Mais là, on sort déjà du cadre d'OpenID Connect. Et du coup, là, ce que ça dit juste, c'est si ma requête elle est en train d'accéder au pass messages admin, je vais demander à ce que dans mon token, il y ait le rôle admin. Voilà. Encore une fois, c'est hors spec OpenID Connect. Côté client, donc il y a le fameux adaptateur Keycloak, qui lui est chargé de, quand vous loguez, rediriger sur la page Keycloak, et ensuite gérer les access tokens, donc les rafraîchir, et éventuellement vous y donner accès pour que vous puissiez les mettre en header sur toutes les requêtes sortantes vers l'API. Un des points que je n'ai pas développé, mais qu'il faut avoir en tête, c'est que Keycloak est très configurable et personnalisable. Donc, on a parlé de la configuration native, donc c'est assez simple à faire une fois qu'on a compris les mécanismes. Vous pouvez le paramétrer soit depuis l'admin web, soit depuis les API. Il y a le premier niveau de configurabilité, ensuite, c'est l'aspect cosmétique, donc vous pouvez créer des thèmes. Alors notamment, il y a des exemples de thèmes. Il y avait la page d'Intermarché qu'on a trouvé un moment là qui utilise Keycloak, mais en fait, vous vous rendez absolument pas compte que vous êtes sur Keycloak parce que le truc a été hyper bien customisé. Donc, vous pouvez mettre des images, mettre tous les layouts que vous voulez, etc. C'est un langage de templating derrière, donc vous pouvez créer les pages web que vous voulez. Ensuite, alors les thèmes, c'est cool, mais ça vous permet pas d'ajouter des fonctionnalités. C'est-à-dire que, notamment, je sais pas, vous pouvez pas rajouter un champ de saisie dans le formulaire d'attente. Si vous avez besoin de faire ce genre de choses-là, il va falloir créer des SPI. Donc les SPI, c'est un mécanisme Java pour définir des points d'extension en fait, dans votre code. Et là, en allant implémenter la bonne interface et en livrant le jar du coup, qui implémente ça au bon endroit dans Keycloak, vous êtes capable de rajouter des fonctionnalités. Mais on reste dans un mode où on ajoute des fonctionnalités sur un point d'extension. Donc on ajoute des fonctionnalités qui sont prévues par Keycloak. Notamment si vous voulez rajouter un nouveau mode d'authentification, donc on a parlé tout à l'heure du code PIN, ce serait, vous devriez définir, étendre un SPI et le déployer au bon endroit. Enfin, vous pouvez également ajouter des fonctionnalités complètement libres, donc créer vos API, créer vos tables, et voilà. Donc, vous pouvez très bien, si ça vous amuse, coder une appli métier qui n'a rien à voir avec Keycloak dans Keycloak. J'ai jamais eu pour le moment le use case de faire ça. Bon. Évidemment, le niveau de complexité est du plus simple au plus complexe, et surtout, c'est à quoi faut faire gaffe, hein, c'est que plus vous customisez Keycloak, plus les mises à jour sont risquées, puisqu'il y a potentiellement des régressions sur les SPI que vous implémentez. Alors, notamment, il y a certains SPI qui sont définis comme étant publics, donc où Keycloak s'engage à ne pas les modifier. Il y a aussi des SPI privés, donc là, vous pouvez jouer avec. Par contre, Keycloak ne garantit pas du tout que dans la release suivante, le SPI existe encore. Donc ça à nos risques et périls. Et surtout, du coup, il ne faut pas négliger le fait que c'est à partir du moment où vous l'avez configuré, ça fait une brique à tester en plus. Voilà, donc en résumé, on a vu que Keycloak, c'est une solution d'IAM open source qui gère l'authentification SSO, donc qui vous donne toutes les features d'IAM, plus la possibilité de vous y connecter en utilisant OIDC et SAML. On n'a pas vu que ça permet de gérer aussi les autorisations, donc ça c'est une fonctionnalité complètement à part, qui n'a rien à voir avec OIDC de Keycloak. On a entreaperçu que c'était simple à intégrer dans un environnement microservice moderne grâce aux adaptateurs Keycloak. On a parlé aussi du fait que ça pouvait être configuré pour être intégré avec des briques plus orientées enterprise, donc des annuaires LDAP, des SAML, ce genre de choses. On a discuté du fait que c'est hautement personnalisable, et mon production ready, on n'a pas du tout parlé. Voilà, moi j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Il y a une question de Jérôme que je n'avais pas vue. Concernant la vérification d'email, est-il possible de bannir autoriser des domaines spécifiques en liste blanche ou noire? Je sais pas, j'ai un doute. Je regarderai.
Vas-y, Mathieu. Ouais, je me demandais du coup est-ce que tu as une idée comment on peut recharger des thèmes à chaud ou enfin pas des thèmes, tout ça quoi, des formulaires personnalisés à chaud, tout ça. Est-ce qu'il y Alors, a des pistes là-dessus encore aujourd'hui? il y a une solution disruptive de déploiement de Keycloak qui est en train d'implémenter ça, qui s'appelle Cloud IAM. À ma connaissance, c'est les seuls. Bien joué, bonne réponse. Question de Jérôme. Existe-t-il des mécanismes de repérage et de désactivation automatique de comptes partagés de comptes partagés. Alors pourquoi est-ce que tu aurais des comptes partagés? Oui, tu veux dire des mécanismes où tu te rendrais compte que ton compte est utilisé simultanément, par exemple, à des endroits différents. À ma connaissance, ça n'existe pas, ça. Le seul truc de sécurité comme ça qui existe nativement, c'est la détection du brute force. Donc, si tu te rends compte qu'un mec est en train de bourriner sur son password. Quoi. Ce qui va gérer aussi, c'est que si tu te connectes avec un compte, avec ton login mot de passe, tu t'es enregistré toi-même avec ton email et que plus tard tu reviens en te connectant avec ton compte Google, en fait, si c'est le même email, il va te proposer de relier automatiquement les deux. Donc, il y a une déduplication qui existe, mais après, si tu mets un email différent, c'est mort. C'est deux identités différentes. Vas-y, Antoine. Moi, si par pure curiosité, tu dis que du coup, Keycloak est de base relié à un Postgres. Est-ce que c'est configurable la source de données à laquelle c'est relié ou est-ce que c'est forcément un Postgres? Non, c'est configurable. Alors, il supporte MariaDB Oracle, je crois, MySQL. Mais ça, tu configures ça dans ton image Docker avec des paramètres d'environnement. Ah oui, d'accord, ok. Yes, Mathieu. Aujourd'hui, les montées de version de Keycloak pendant un bout de temps, elles étaient assez régulières et du coup, vu que c'est une brique hyper importante dans le SI, comment ils voient ça en fait côté Keycloak? On passe les immigrations guides, ils sont bien, je sais pas, les adapteurs suivent, etc. Non, personnellement, je trouve ça un peu léger. Et surtout, il n'y a pas vraiment de règles enfin, qui sont clairement définies. Après, je pense que sauter des versions majeures, c'est jamais une bonne idée, par exemple. Et surtout, ce que je disais tout à l'heure, si dès que tu as mis du code custom, faut pas s'attendre à ce que ça continue de marcher. Donc, plutôt, c'est-à-dire que jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à preuve que tu as fait tout bien tes tests et tout, ça arrête de marcher. Bah, d'ailleurs, en parlant de tests, il y a des outils spécifiques de test pour ça? Pas à ma connaissance. Tu veux dire un truc qui vérifierait tes implèmes ou qui testerait Keycloak dans son ensemble? Par exemple, pour avoir fait des connecteurs et des trucs spécifiques là, chez Ariane Next, c'était assez compliqué à tester en fait. Vraiment, on est obligé de lancer tout un Keycloak, etc. et de packager le jar, etc. C'était un peu compliqué quand même. Ouais, non, j'ai pas trouvé plus simple non plus. C'est-à-dire que, à part relancer ton Keycloak, Mathieu, je t'incite à lire l'article de Jean-François sur Test Container qui te permet de lancer n'importe quoi en plus. C'est vrai. C'est vrai. Ça pourrait répondre au truc, ouais. yes, Mathis.
Tu as une question, Mathis, ou j'entends pas? Est-ce que là on m'entend? Oui. Incroyable. Du coup, c'était plus une side note qu'une question. C'était pour dire que dans les authenticators, il y avait toutes sortes de choses, y compris pour faire du passwordless avec WebAuthn. Donc tout ce qui va être lecteur d'empreintes, reconnaissance du visage, etc. À partir du moment où il y a des mécanismes sur le device qu'on utilise, en fait, on peut utiliser tout ça. C'est assez récent. Donc tu disais que pour le mobile, il n'y avait rien de prévu pour. Alors effectivement, on sent que c'est pas prévu pour, mais je pense qu'on n'est pas loin et donc peut-être un jour on pourra faire du login. Ouais, bah ça, c'est une spec qui évolue assez vite, là. WebAuthn, là. Mais je sais pas, t'as testé ou pas? J'ai commencé à tester, j'ai pas plus Ok. creusé que ça. Mais c'est prometteur. Ouais, c'est clair. Il y avait une question de Robin. Comment tu fais cohabiter les users Keycloak et les users app métier? C'est-à-dire que tu aurais des sources d'utilisateurs différentes, c'est ça? Alors, je pense que c'est globalement pas une super bonne idée. Après, il faudrait les définir comme étant éventuellement comme faire une fédération d'identité avec ça. C'est-à-dire que tu aurais certains utilisateurs qui viendraient de Keycloak et d'autres qui viendraient de tes applis métiers. Et par contre, tu as toujours le problème, enfin, des conflits potentiels entre les utilisateurs Keycloak et les utilisateurs de tes apps métiers. Donc, il faudra que tu garantisses avec tes bindings, notamment, que les deux vont pas se marcher sur les pieds. Parce que de toute façon, tes users de ton app métier ou legacy, ils seront importés dans Keycloak. Ok. Et quand tu as des données par rapport à un user, enfin, comment tu fais pour, je sais pas, tu veux sauvegarder je sais pas, plein d'informations concernant un user, mais t'as pas forcément envie de tout mettre dans la base Keycloak. Enfin, comment tu fais le mapping entre les deux? Ouais, bah ça c'est toujours la question qu'on se pose. Pour le moment, j'ai pas une réponse définitive. Donc la question, c'est on a des attributs, donc on a nos utilisateurs dans Keycloak, on a des attributs qui sont stockés dans Keycloak, et en fait, on a des données métiers dans l'appli qu'on développe nous, qu'on a envie d'associer à des utilisateurs. Donc la question, c'est est-ce qu'on les met dans notre appli métier ou est-ce qu'on essaye de forcer ça à rentrer dans Keycloak? Euh, Aujourd'hui, j'ai pas vraiment de réponse. Si tu as pas besoin que l'utilisateur saisisse ces données-là ou les édite depuis sa page de profil ou ce genre de choses, euh, je pense qu'on peut les mettre dans des attributs Keycloak sans problème. Par contre, après, la complexité, ça vient quand tu as envie que cet utilisateur saisisse ces données-là et que tu te retrouves après à devoir soit modifier les pages dans Keycloak, soit mélanger des données qui seraient saisies depuis ton app métier à toi et d'autres qui seraient saisies depuis les IHM de Keycloak. Mais oui, ça c'est un point, je trouve, qui est pas tranché aujourd'hui. Mais même si, par exemple, enfin, même en dehors des informations utilisateurs, si tu as des informations qui sont liées à ton app, comment tu fais la corrélation entre ton user Keycloak et les données de ton app par rapport à ce user-là? Donc, par exemple, je sais pas, un ensemble de posts qui sont liés à un utilisateur particulier. Bah, ton user, il a un ID unique, hein, donc rien ne t'empêche toi d'utiliser ce user ID, l'ID Keycloak dans ta base. Ok. Ça, c'est ce qu'on a fait dans les différentes applis où on intègre Keycloak et on a ce cas-là. C'est que tu as une colonne dans ta base, c'est le Keycloak ID, quoi. Ok. Et l'autre option, comme je te disais, ce serait de pousser les données dans des attributs d'utilisateur Keycloak directement. Et du coup, tu les stockes même plus dans ta base à toi. Ok, merci. Alors, j'ai une
question de Fabrice. Est-ce qu'il est possible de fournir une élévation de droite temporaire à un utilisateur pour une ressource particulière? Alors, une élévation de droit, tu pourras jamais en faire. C'est-à-dire que si ton utilisateur il a des droits, il peut pas tout seul spontanément en avoir plus. En revanche, tu peux donner, enfin, tu peux faire une diminution de droits, par exemple. Donc, je sais pas, par exemple, ça pourrait être un admin qui va être capable de générer un token dans lequel il a moins de droits que ceux qu'il a normalement, et pour transmettre ce token-là à un autre utilisateur. Mais donner des droits que tu n'as pas, ça tu pourras pas faire ça, non. Ou Antoine? Tout à l'heure, tu disais que la plus grosse complexité de la configuration, ça venait du mapping. Je vois pas trop le use case des scripts, en fait, mis à part transformer la donnée que tu veux placer dans les claims, parce qu'au final, c'est soit ton champ il existe côté base et tu veux le transmettre dans le claims sous un autre nom, soit c'est pour vraiment transformer la valeur que tu veux donner, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ou comme je disais, si tu veux récupérer des choses qui viendraient de header, par exemple, ce genre de choses. Ou je sais pas, une indication de l'IP source, par exemple. Donc ce que tu places dans les claims, c'est pas forcément une propriété qui est présente en base pour ton utilisateur, quoi. Ah non, tu peux potentiellement mettre ce que tu veux. D'accord, ok. Bon, eh ben, s'il n'y a plus de questions, je vous propose d'arrêter là. Donc, de toute façon, ça a été enregistré, donc si vous avez envie de revoir les meilleures parties, il ne faut pas hésiter. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur la vidéo YouTube Voilà, après, et de et de vous abonner pour les notifications. Surtout ne pas oublier la cloche. Je sais pas si on a déjà la date pour le prochain Miditech ou pas. Non, mais bientôt. Bon, en tout cas, point de vue technique, je pense que ça marche bien, hein, le Google Meet, là. Ouais. Bon, merci Tristan. Ok. Eh ben, merci à vous. Tristan. C'était complet. Bonne fin de journée à tous. Ciao.